Voilà, c'est parti. Donc, l'atelier numéro 4 et l'atelier numéro 13. Mon nom, c'est Martine. Je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, on va réviser un peu l'atelier numéro 4. Première chose que je vous demande, puis je vais arrêter la caméra parce que je me vois puis je ne vous vois plus. Est-ce que vous avez des questions par rapport au système endocrinologie? Parce que le système endocrinologie, je vous dirais que c'est l'insuline, en guillemets, puis la glande thyroïde, hein, c'est un peu des deux. Donc, glande thyroïde, puis diabète, le pancréas, que vous avez à vérifier. Attendez-moi 30 secondes, j'entends quelque chose de pas normal chez moi. Ah, donnez-moi 30 secondes, ouais, je reviens. Donc voilà, je suis revenue. J'avais dit 30 secondes. Je sais pas si ça a duré une minute. Donc, système endocrinologie, je ne sais pas si vous avez des questions en partant. Vite comme ça, si je vous dis à vous des questions sur le système endo, peut-être que vous allez me dire non. Si vous en avez, ben, vous pouvez les poser là. Ce qu'on peut faire, c'est faire la revision de l'exercice. Puis après, ben, on peut poser les questions au fur et à mesure. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime ça fonctionner comme ça. C'est plus facile pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que après les questions, donc voilà. Je vais me rendre à l'exercice. On a des choses qui sont vraiment plus importantes, qui sont surlignées. J'ai parlé de la glande thyroïde. Ça, c'est important. Voilà, les barbeaux. Bon, on va effacer tout ça. Là. Il y a des profs qui travaillent comme ça, et moi, il faut que ça soit clean. Donc, on commence avec M. Bourgeois, qui a 58 ans, qui s'est présenté à l'urgence pour des palpitations cardiaques et une grande fatigue, ainsi que de la déshydratation. Sa glycémie capillaire était à 34. Que soupçonnez-vous? Donc, je vous mets un tableau blanc, là, puis je vais, voilà. Je vous demande de m'écrire qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous soupçonnez. Ouais, c'était bon. Continuez en jaune. Hyperglycémie. Voilà. Hyperglycémie, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'on sait déjà qu'on est en acidose métabolique? Moi, je me risquerais pas, mais je suis certaine que c'est de l'hyperglycémie. Hein? On a un résultat de laboratoire à 34 pour la glycémie. Ça, c'est sûr qu'il est en hyperglycémie. Vous auriez pu écrire signe d'hyperglycémie aussi, parce qu'un résultat à 34, c'est un signe. Comme la tension artérielle à 200 sur 110, c'est un signe. Donc, bravo pour la réponse. Question 2. Il a été diagnostiqué il y a 9 ans pour un diabète de type 2 au cours d'un dépistage de routine. M. Bourgeois vous mentionne qu'il suit à la lettre les recommandations de son médecin. Il mesure 1,72 m et pèse 106 kg. Vous recevez les résultats de laboratoire suivants. Un hémoglobine à 106, un hématocrite à 67,
les globules blancs à 7,1, hyperglycémie provoquée, non, HB cliqué, pardon, à 17%, donc, potassium à 4,9, une densité urinaire à 1,45, puis un corps cétonique aucun. Donc, comment interprétez-vous les résultats de laboratoire? Je vous mets le tableau blanc. Interpréter les résultats de laboratoire, là, c'est que vous dites à peu près un par un que signifient les résultats de laboratoire qui sont instables. Et vous pourriez aussi parler des résultats de laboratoire qui sont stables aussi. Les deux pourraient faire. Donc, on parle de l'HB cliqué. N'oubliez pas de marquer HB cliqué. Ça veut dire que, voilà, depuis les 3 mois, son taux de sucre dans le sang est à 17 en moyenne. Donc, c'est très élevé. Hein. Très. Diabète mal contrôlé car hémoglobine glycée est à 17%. Merci Martin, c'est bon. Oui, on a parlé de l'HbHT. La densité urinaire et l'hématocrite est haute, c'est relié à la déshydratation. Ça, c'est bon aussi. Ça, c'est bon aussi. Après ça, on a d'autres choses. Je vais aller retourner voir. On a un potassium à 4,9, quand même sur le bord d'être élevé. Puis on a une hémoglobine à 106. L'hémoglobine est un peu basse. Hein? Donc, peut-être un risque d'anémie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on regarde l'hémoglobine à 106, on a-tu un risque d'anémie? Oui. Merci, Sarah. Bon, Sarah me dit hémoglobine bas, possibilité d'anémie due à un déficit nutritionnel. Hémoglobine glycée élevée pendant au moins 3 mois, le taux de sucre dans le sang est en moyenne à 17 densité urinaire égale déshydratation. Merci beaucoup. Merci. Des bonnes réponses. Des bonnes réponses. Donc, comment situez-vous le poids de M. Bourgeois? Justifiez votre réponse. Pour situer le poids de M. Bourgeois, il faut que vous ayez calculé son IMC, son indice de masse corporelle. Donc, si on vous demande ça à l'ordre, calculer l'indice de masse corporelle, ça va vous donner si le patient est en surpoids. Qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, je vous ai placé le tableau blanc, que tout le monde peut écrire dans le tableau blanc. Martin, tu ne pouvais pas écrire pour or non plus. Voilà. Là, vous pouvez tout le monde. Il y a un IMC quand même élevé, hein. Je pense que c'est à 30. 30 quelques. IMC à 35, merci. Vous l'avez calculé. Donc, retenez la formule. Hein. Oui, je te conseille Jenny Lee. Si l'ordre des infirmières te demande comment tu situes le poids, ça veut dire qu'il faut que tu calcules ton IMC. Tu peux pas dire, ah, à 102 kilos, il est trop gros. Voilà. Qui te dit qu'il est trop gros? C'est toi dans ta tête que, à peu près, à ce poids-là, il est trop gros. Non, faut que tu t'ailles calculé l'IMC pour dire, ben, cette personne-là est obèse parce qu'elle a un IMC à 36. Donc, faut que tu aies des chiffres pour être capable de dire qu'une personne est obèse morbide, exemple. Parce qu'il faut que tu te bases sur des chiffres. Donc, un IMC à 36 égale une obésité. OK, merci. Car j'étais un peu confuse dans ce qu'il voulait comme réponse. Est-ce que le calcul doit figurer ou seulement c'est inscrit, laissez vos traces? Moi, je vous demande vraiment d'écrire votre calcul. Si vous avez de la place, moi, je vous le conseille. Vous allez écrire votre calcul égal 35 ou 36, c'est presque 36, là. Donc, patient se situe dans une obésité
élevé. C'est classe 2 exactement, là. Donc, il faut que vous sachiez, pour dire qu'un patient est obèse, il faut que vous ayez calculé son IMC. Parce que s'il pèse 80 kg, mais il mesure, je sais pas, de 2 mètres 10, c'est pas sûr qu'il va être obèse, là. Par contre, s'il mesure 1 mètre 49, puis il pèse 80 kg, ben là, il va être obèse bordé. Il va être très, très obèse. Il faut vous calculer vraiment l'IMC pour dire qu'il est obèse de classe 2, par exemple. Est-ce que ça va? Lynn Matt me dit comment on interprète l'hématocrite. Déjà. Ah, ok, tu reviens sur la question précédente, toi, Lina. Puis on avait dit qu'il y avait une déshydratation quand l'hématocrite est basse. Puis la densité urinaire, il me semble. Je peux retourner, là, si ça ne dérange pas les autres. Je vais aller voir rapidement. Sinon, il est écrit dans ton corrigé. Quand vous manquez des questions ou vous êtes distrait par des questions, essayez d'être attentif parce que des fois, quand on retourne en arrière, ben, c'est plate pour tout le monde qui écoute. Je vais vous répondre pour l'hématocrite. Et surtout, des signes de déshydratation quand c'est élevé. Son hématocrite est à 67. Donc, c'est un peu élevé, mais ça a rapport avec la déshydratation. Ça va? L'autre demande autant de préciser sur les classes d'obésité, genre classe 1, 2, 3. Si tu les connais par cœur, moi je te dis, Maud, que tu peux les écrire, mais essayez de les apprendre. C'est pas difficile à apprendre, les catégories d'obésité. Essayez de les apprendre par cœur. Moi, je vous le conseille. C'est sûr que votre réponse, ça va être bien si vous êtes très précis. OK? C'est pas difficile à apprendre, c'est du par cœur. Essayez de les apprendre. En tout cas, je vous le conseille. Comme les abréviations, il y a des abréviations qui sont interdites, utilisez-les pas. Si vous ne le savez pas, rendu à l'ordre, est-ce que cette abréviation est autorisée? Si vous vous questionnez, ben, utilisez-la pas, écrivez tout au complet pour pas vous retrouver avec une réponse qui va être mal pour rien. Hein? Le lendemain matin, vers 7h30, M. Bourgeois se sent mal. Il est anxieux, il transpire et tremble. Sa glycémie est alors à 3,4. Quelle est votre intervention prioritaire? Qu'est-ce que vous faites avec une glycémie à 3,4? Débuter le protocole de glycémie, donc donner 15 grammes de sucre. 15 grammes de sucre, c'est le protocole standard dans tous les hôpitaux. Tout au Québec, c'est 15 grammes de sucre. Poum! 15 grammes de sucre. Après, l'étape après peut différer d'un endroit à un autre. Je vous le dis, là. Donc, première chose à faire, c'est donner 15 grammes de sucre. Après, il y a des hôpitaux qui peuvent donner un fromage ou une rôtie, dépendamment de la situation. Les 15 grammes de sucre, c'est le standard dans tous les hôpitaux. OK? On ne donne pas nécessairement une collation. Première chose qu'on fait, la première affaire, c'est 15 grammes de sucre. OK? Si vous lui donnez une collation riche en glucides, comme écrit en bleu, ils vont vous mettre mal lors des infirmières. Ils vont vous mettre mal. Si vous dites 15 grammes de sucre, ils vont vous mettre bien. Ce qui vous met très bien pour cette réponse-là, lui donner une collation riche en glucides, 15 grammes de sucre.
Si vous écrivez qui équivaut à 15 grammes de sucre en bleu, là, moi, je pense qu'ils vont vous donner votre réponse. Ils vont vous donner la bonne réponse. OK? Là, c'est comme si vous lui donneriez une collation riche en sucre plus 15 grammes de sucre. Je mettrais mal, moi, si je serais correctrice. Il faut que ça soit précis. Vous pouvez dire, je donnerais une collation qui équivaut à 15 grammes de sucre. Ça va? Mais mettez ça dans votre bagage. Là. 15 grammes de sucre, c'est la bonne réponse. Non, c'est pas obligé de donner des exemples. Non. Ça, c'est correct, Fanny. J'ai écrit, si tu donnes une collation riche en sucre, soit contenant 15 grammes de sucre, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et si tu dis lui donner une collation riche en glucose, en glucides, virgule, 15 grammes de sucre, j'ai l'impression qu'ils vont penser que tu lui donnes aussi 15 grammes de sucre. J'aurais peur de ta réponse. Le plus possible, là, puis je le dis aux autres groupes, là, expliquez vos réponses. Parce que la correctrice, là, elle devinerait pas votre réponse. Elle devinera pas. Donc, il faut vous expliquer que ça soit précis. OK? 15 jours plus tard, la glycémie de M. Bourgeois est à 3,6. Il vous dit, pouvez-vous aller me chercher un craquelin avec du beurre d'arachide? Qu'est-ce que je prends pour établir ma glycémie lorsque je suis à la maison? Acceptez-vous sa demande et pourquoi? Faites attention à cette réponse-là. Choisissez une seule bonne réponse. Une seule bonne. Parce qu'il y en a peut-être deux bonnes. Il y en a une meilleure que l'autre. Qu'est-ce que vous avez en la majorité répondu C? Vous avez répondu non. D serait bon, mais la meilleure réponse, c'est non, parce que cette collation ralentit l'absorption des glucides. Ça vient vraiment de l'ordre des infirmières, cette situation-là. Donc, la réponse est non, parce que cette collation ralentit l'absorption des glucides. Donc, ça serait C, la bonne réponse. D, la réponse, ce serait vrai, mais ça ne correspond pas à la raison de la non-administration de protéines dans cette situation-là. La réponse, c'est C. Vous téléphonez à son médecin et il vous prescrit ceci. Donc, si la glycémie est égale ou inférieure à 4, débutez le protocole d'hypoglycémie. Il y a de la Lantus 10 unités le matin, puis il y a aussi une échelle de Novo Rapide QID, une demi-dose au coucher. La glycémie de M. Bourgeois est maintenue à 4,3. Combien d'insuline allez-vous lui donner ce matin? Choisissez une seule bonne réponse. En principe, Lina, ça serait vrai. Je pourrais lui donner un autre 15 grammes de sucre. Parce qu'il est encore bas. Donc, la glycémie de M. Bourgeois est à 4,3. Donc, est-ce que vous lui donnez de l'insuline? On va aller voir ça. Qu'est-ce que vous lui donnez? On va regarder qu'est-ce qu'il y a. C'est à 4,3. Vous lui donnez de la Lantus. Hein?
Donc, la réponse, ça serait B. Lantus 10 unités. Bravo. Donc, la B est la bonne réponse. Question 7. En vous référant à la demi-vie des deux insulines prescrites, quelle insuline agira le plus rapidement? Donc, je vous mets le tableau blanc pour écrire sur le tableau blanc. Ben oui, la Novo Rapide. La Lantus, c'est plus long. Donc, la Novo Rapide était la bonne réponse. Merci. En vous référant, ça je l'ai lu. La glycémie de M. Bourgeois se stabilise. Son médecin cesse l'insuline régulière, tout en gardant l'échelle d'insuline et lui prescrit du répaglinide, donc du gluconorme, 0,5 mg PID, et du metformine, donc du glucophage, 250 mg PID. À quel moment doit-il prendre sa médication par la bouche? Par os, à quel moment il doit prendre son médicament? Pourquoi t'as donné? Doit-on expliquer? Non, t'as pas besoin d'expliquer. Quand la réponse est claire. Novo rapide, c'est de la Novo rapide. Elle agit plus vite. OK, donc glucophage en mangeant, gluconorme 15 minutes avant. Mais pas s'il est à jeun et pas à chef. Donc le matin, non jeun. 15 minutes avant le sport, 30 minutes avant le sport. OK, vous avez quasiment toutes les bonnes réponses. Si vous pensez au patient qui est à la maison, c'est un monsieur qui va retourner à la maison, ça, il ne restera pas à l'hôpital. Est-ce qu'on va lui demander de prendre ses médicaments, son gluconorme 15 minutes avant, son glucophage pendant le repas, mais le soir, il peut pas, faut qu'il le prenne à jeun, faut pas qu'il prenne ses médicaments à jeun le matin, faut qu'il les prenne en mangeant. Le monsieur, il va venir tout mêler. Puis le standard, ça serait quoi? Pour que le monsieur puisse prendre ses médicaments sans se casser la tête, ça serait de les prendre en mangeant. Par contre, il pourrait les prendre 15 minutes avant manger, jusqu'à une demi-heure avant manger, mais pas plus qu'une demi-heure. Sinon, il va faire des hypoglycémies. Donc, il peut les prendre. L'idéal, c'est de les prendre en mangeant pour pas qu'il n'oublie. Parce que si il commence à faire la gestion de ses médicaments, il a quand même à tous les repas puis au coucher. Il va être mélangé à la maison. Là. Il n'y a pas personne qui va lui apporter ses médicaments, puis il va faire la gestion de ses pilules. Ça risque d'être un peu croche. Donc, on suggère aux personnes de prendre le médicament le plus possible en mangeant 15 minutes avant son repas, mais pas plus que 30 minutes pour des hypoglycémiens oraux à cause du risque d'hypoglycémie. OK? La glycémie de M. Bourgeois se stabilise. Son médecin cesse l'insuline régulière tout en gardant l'échelle d'insuline et les prescrit du répaglinide. Ah, ça, je l'ai lu. Excusez-moi. Question 9. Quelle est la différence entre le mode d'action du gluconorme et le metformine, donc le glucophage? C'est quoi la différence entre les deux? Comment la médication agit? Est-ce que vous savez? Il y en a un qui agit sur le foie, puis l'autre, il agit vraiment sur le pancréas. Donc, risque d'hypoglycémie, OK. Mais ça, c'est pas assez précis, là. Je comprends qu'il y a un risque d'hypoglycémie, mais on veut savoir comment que ça agit, la médication.
Donc, la metformine diminue la production de glucose par le foie. F-O-I-E. Le foie, c'est F-O-I-E. Le gluconore augmente la production d'insuline par le pancréas. Donc, le gluconore stimule la libération d'insuline par le pancréas. Ça, c'est bon et tout. C'est bon. Ça, c'est bon. Donc, oui, il faut expliquer comment la médication agit. Donc, le gluconore, lui, il va stimuler la libération d'insuline par le pancréas. Il va aller stimuler le pancréas. Puis le glucopage, il va vraiment baisser la néoglucogénèse, donc la transformation du sucre par le foie et baisse l'absorption du glucose par l'intestin. C'est une bonne réponse. Comment agissent les médicaments dans le corps? Donc, le lendemain, M. Bourgeois a pris son congé. Lors du bain, le préposé a remarqué une petite plaie au niveau de la face plantaire du pied droit. Quel renseignement lui ferez-vous en regard de ce problème? Quel enseignement allez-vous faire en regard de ce problème? Là, il obtient son congé, il va partir. Il faut que vous tenez compte de ça dans votre réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? Quel renseignement vous allez lui donner? Parce que là, il s'en va. Vous pouvez lui conseiller de vérifier, hein. Donc, examiner ses pieds tous les jours, ne pas marcher pieds nus, porter des bras, porter les bas blancs, plutôt, et bien nettoyer les pieds entre les orteils et bien assécher les pieds. Donc, les bas blancs, ça va être mieux. C'est une bonne réponse. Et bien assécher les pieds, c'est bien. Les bas blancs, parce qu'on peut voir si les pieds sont blessés à cause du sang. Il doit se faire suivre pour faire un pansement à son pied pour pas aggraver sa condition. Enseignement aussi sur les signes et symptômes de l'infection. Surveiller la plaie, les signes de nécrose, d'infection, le temps de cicatrisation, maintenir propre, faire des exercices pour faire des articulations. Il faut qu'il examine ses pieds à tous les jours. Retourner à l'hôpital, on a demandé 3 conseils, il faut vous en mettre 3, pas juste un, OK? Nettoyer les pieds quotidiennement avec du savon doux, sécher. Surveillance quotidienne, c'est bon. Porter des chaussures confortables à la bonne taille, c'est bon. Examiner ses pieds. Porter des souliers adéquats. Donc, ne pas marcher pieds nus, merci. Examiner l'intérieur des chaussures de ses faux plis. Acheter les bas sans couture et éviter ceux-ci mi-bas. Ne pas prendre bain plus de 15 minutes. Attention à la peau, les ongles d'orteil, ne pas les couper. Oui, s'il est capable d'éliminer ses ongles d'orteil. Garder ses pieds, Tina, une fois par jour, porter des chaussures adéquates, bien sécher ses pieds, c'est bien ça. Bien contrôler sa glycémie, surveiller l'évolution de sa plaie, assurer une bonne nutrition riche en vitamines. Si Fanny t'écrit ça à l'ordre, là, je ne sais pas s'ils vont te mettre bien. Parce que là, il faut que tu lui donnes des conseils sur ses plaies de pied. Je sais pas si... Là, il s'en va. Donc, tu peux lui dire de regarder ses pieds à chaque jour. Vérifier l'évolution de sa plaie. Donc, surveiller les signes de détérioration. Donc, présence de rougeur, chaleur, écoulement. Faut que vous dites ça. Faut qu'il surveille la chaleur, la rougeur, les écoulements. Porter des bas blancs. C'est vraiment important. Ne pas marcher pieds nus.
Regardez à l'intérieur des chaussures s'il n'y a pas de roches ou des choses qui pourraient le blesser. Et bien laver ses pieds à l'eau tiède ou du savon doux puis bien assécher. Faire voir la plaie s'il n'y a pas d'amélioration par un personnel infirmier au CLSC ou un médecin. S'il y a une présence d'écoulement, se rendre au CLSC. Si vous parlez d'alimentation à une personne qui a une plaie présente au pied, ben, je ne suis pas bien à l'ordre, parce qu'il vous demande 3 conseils en rebord de la plaie qu'il y a là. La réponse, il faut qu'elle soit en lien avec la question. Comme ça, vous allez toujours avoir des bonnes réponses. Examiner les pieds. OK, Fanny, parce que moi, ce que j'accepterais juste, c'est surveiller l'évolution de sa plaie. Par rapport à sa plaie-là, porter des bas blancs, porter des bonnes chaussures, bien laver ses pieds puis bien assécher. Vérifier ses pieds à tous les jours avec un miroir s'il n'est pas capable de se pencher pour regarder en dessous. Ça, il n'est pas dans votre corrigé, mais c'est une bonne réponse. Donc, on vous mentionne que ça, il vous dit, lui, que ce n'est pas grave, sa plaie, parce qu'il n'y a pas de douleur. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Je vais vous effacer ça, ces réponses-là, ces bonnes réponses-là. Donc, il vous dit qu'il n'y a pas mal, c'est pas grave. Ça ne dérange pas vu qu'il n'y a pas mal. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ben, c'est encore pire. En plus, il ne ressent pas la douleur, donc... Ah ben, excusez-moi, là, mon Internet a vraiment planté. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte que j'étais partie, là, mais j'étais vraiment partie. Ça m'arrive, moi tout, c'est rare, hein, mais là, c'est arrivé. Quand ça arrive une fois, ça arrive des fois 3, 4 fois. Donc, oui, c'est grave quand on ressent pas la douleur dans nos pieds parce qu'on ne sait pas si on s'est blessé. C'est encore pire. Donc, vos réponses, je vais les lire, vu que je t'ai déconnectée en 2 minutes. Les lésions terminales nerveuses, perte de sensibilité, ralentissement de l'horizon, pneumonie, gangrène, amputation. Donc, il faut que vous répondiez au patient à lui, au patient. Hein? Vous ne répondez pas à un spécialiste en plaie qui a un doctorat. Donc, utilisez les termes pour que le patient vous comprenne. OK? Ici, les termes en haut, là, c'est vraiment excellent, là. Votre définition, là, c'est vraiment excellent. Mais si vous dites ça comme ça à un patient, peut-être qu'il ne comprendra pas nécessairement qu'est-ce que vous voulez dire. Il faudrait peaufiner votre explication au patient parce que vous lui répondez à lui. Il faut bien sûr un taux de sucre dans le sang. Peut défavoriser la guérison. Peut amener à une nécrose.
éviter une amputation. Oui, mais ajoutez, s'il vous plaît, que vu qu'il ne ressent moins la douleur, c'est justement à cause de son diabète. C'est dangereux de ne pas ressentir la douleur. C'est un problème sérieux, comme dit en rose, à considérer étant donné le fait qu'il n'y a pas de sensibilité. Merci, ça c'est très bon. En rose, l'absence de douleur, c'est un signe de diabète. C'est ça, bravo, merci. Fait en sorte qu'il a une diminution de la perception de la douleur et ne doit pas se fier. Oui, oui. Répondez comme si vous répondriez vraiment à un patient. Au contraire, il faut être vigilant, merci. En jaune, le diabète entraîne une perte de sensibilité. C'est pour cela qu'il ne ressent rien. D'où l'importance de bien examiner ses pieds. Oui, merci. Bien contrôler sa glycémie, surveiller l'évolution de sa paix, assurer une bonne nutrition riche. Ah oui, ça, c'était la question d'après. Oui, mais en haut, là, il faudrait faufiner votre réponse par rapport au patient lui-même. Hein? Ça, c'est comme si votre réponse est excellente, sauf que vous ne vous adressez pas à un spécialiste avec un doctorat en plaie. Peut-être que le patient va dire, j'ai rien compris, il en a parlé de gangrène. Je vois pas le rapport avec mes pieds. Donc, il faut que vous lui dites que c'est justement que le diabète a affecté la sensibilité de ses pieds. Il faut qu'il soit encore plus vigilant parce qu'il ne ressentira pas les blessures. Donc, ça peut se détériorer. D'accord. Merci. Vous avez des bonnes réponses. Voilà, je m'étais déconnectée, hein, j'ai perdu toutes mes choses. Donc, 65. Donc, on est rendu au PTI. Complétez le PTI suivant en ajoutant un constat d'évaluation, une directive infirmière en lien avec la nouvelle problématique. Donc, votre patient s'en va, il reste une journée. Est-ce que vous avez écrit quelque chose sur le PTI? Si oui, qu'est-ce que vous avez écrit? Parce que souvent, le PTI, quand on a des suivis de plaies en externe, on l'envoie à l'infirmière du CLSC. Donc, qu'est-ce que vous écrivez sur votre PTI? Est-ce que vous allez référer votre client au CLSC pour un suivi externe? Je vous laisse écrire vos choses. Comme problème prioritaire, on peut écrire qu'on a une plaie au pied droit. On peut marquer la face plantaire aussi. Comme directive, si vous écrivez plaie pied diabétique, écrivez le côté. Puis, à quel endroit? C'est sûr que vous allez faire une déclaration de plaie, puis vous allez remplir les papiers, puis vous allez mettre votre petit point en dessous du pied. Vous allez faire la description de votre plaie. Hein? Vous n'avez pas le choix de faire une déclaration de plaie. Donc, les directives, faire de l'enseignement, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est ce que vous avez fait. En externe, vous allez établir un plan de traitement. Donc, suivre le plan de traitement numéro 1 pour le pansement ou la façon de traiter la plaie. Donc, faire l'enseignement sur l'importance de l'examen des pieds, c'est bon. Je me c'est vous qui allez l'avoir fait, hein, vous allez pouvoir signer. Deuxième directive, vous pourriez écrire, oui, d'assurer un plan de traitement numéro 1, le plan de traitement que vous allez établir ou que l'infirmière des plaies va faire. Donc, vous avez un plan de traitement rattaché à votre PTI que vous allez devoir faxer au CLSC. Ça, c'est l'infirmière de liaison qui fait ça. Donc, directive enseigner auto-examen des pieds, c'est bon. Signe d'infection d'une pied avant de partir. N'oubliez pas de rajouter peut-être le plan de traitement que vous allez faxer au CLSC ou la référence en CLSC, puis demander un suivi en externe. Donc, avec un plan de traitement. Vous pourriez demander un suivi en externe, dépendamment du type de plaie. Dépendamment du patient, comment il est débrouillard pour s'évaluer.
Les enseignements, c'est bon. Parfait, c'est bon. Ouais. Madame Alexandra Bérubé, elle a un problème de glande thyroïde, il me semble, hein? Quelque chose de même. Non, je ne vais pas donner réponse. Donc, on va lire à place. Madame Alexandra Bérubé, qui a 24 ans, qui est la situation clinique numéro 2, se présente à la clinique médicale car depuis quelques semaines, elle remarque une perte de poids d'environ 10 livres malgré son augmentation d'appétit. Elle a des cernes sous les yeux, se dit fatiguée et insomniaque. Vous prenez ces signes plutôt au repos. Une tension à 148/72, un pouls à 115 bondissant, une respiration régulière, rythmique à 20. Une saturation à 96 à l'air ambiant et une température buccale à 37,3. Que vous indiquent donc ces signes? Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? Donc, vous avez écrit E, hein? Ouais, c'est une bonne réponse. E, c'est la bonne réponse. Donc, à question 14, la réponse c'est E. Question 14, donnez 3 autres signes cliniques que Mme Bérubé pourrait présenter. Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? Exactement. La réponse c'est A. Transpiration abondante, exophthalmie, tremblement des mains. C'est la A, la bonne réponse. Question 15. Quel examen physique feriez-vous auprès de Mme Bérubé? Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? C, B, C. C'est la B, la bonne réponse. C'est la B. Vous allez palper la glande thyroïde. Vous allez sentir un frémissement du pouls qui va être perceptible. L'auscultation, c'est au niveau des artères thyroïdiennes. Donc, on ne peut pas ausculter la glande thyroïde. Vous pouvez seulement ausculter les artères thyroïdiennes. Donc, vous allez pouvoir sentir le pouls, le souffle du pouls, dû à l'augmentation du débit sanguin qu'il y a là. Mais vous, ce que vous pouvez faire vraiment, c'est vraiment palper la glande thyroïde. Donc, c'est la B, la bonne réponse. Le médecin la rencontre suite au résultat de prélèvement sanguin. Il diagnostique la maladie de Grave Bacillot. Il lui prescrit donc des analyses sanguines à tous les mois et du tapazole. Quelles analyses sanguines lui ont été prescrites selon vous? Maude, tu as écrit, on m'avait déjà dit à l'école que la palpation de la glande en hyper serait contre-indiquée, car pourrait stimuler la glande à produire plus d'hormones thyroïdiennes. Ben, c'est sûr que si tu vas la taponner 50 fois par jour, Maude, sa glande, probablement que c'est ce que ça va faire. Mais si tu le fais une fois et que tu pèses pas si fort que ça, je crois pas que ça va affecter au niveau de sa glande. OK? Tu comprends-tu, là? Il y a la différence entre le faire 5-4 fois par jour. Tu mets ça sur ton PTI et tu le fais faire 4 fois par jour, probablement que ça va stimuler. Mais si tu le fais une fois à son examen d'admission, je crois pas que ça va changer grand-chose. OK? Donc, les examens de laboratoire, c'est vraiment TSH, T3 et T4. C'est sûr que oui. Souvent, le laboratoire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire la TSH. Parce que c'est des laboratoires qui coûtent encore des sous.
Et si la TSH est défectueuse ou est pas anormale, là, ils vont faire la T3 puis la T4. On a du calcium et du phosphore en plus des fois. Merci beaucoup. J'ai une bonne réponse. Des fois, juste des fois. Souvent. Donc, on a vraiment la calcitonine qui va peut-être aux 3 mois. Pas juste des fois, là, mais ça peut être aux 3 mois. Le phosphore, moi, je l'ai pas dans mon corrigé. Normalement, c'est la TSH. Quand que la TSH est anormale, ils vont faire la T3 et la T4. Puis souvent, ils vont faire aux 3 mois la calcitonine. Aux 3 mois. C'est la routine. Ça va? TSH, c'est la bonne réponse. Si le laboratoire dénote une anomalie au niveau du résultat de la TSH, ils vont faire la T3 pour la T4. Non, j'en avais fini. Ici. Donc, malgré la prise de médication, Madame Bérubé a dû subir une thyroïdectomie. De retour de la salle d'opération, elle présente une tachypnée à 30 par minute. Donc, à part l'anesthésie, quel facteur pourra être responsable des difficultés respiratoires de Madame Bérubé? On vous demandait de choisir une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? Si vous avez répondu A, là, vous avez fait rentrer dans un petit piège. C'était pas un édème de la, là, c'est marqué édème de l'épiglotte, mais le problème principal en post-op, c'est vraiment l'édème de la glotte et non de l'épiglotte. Donc, si vous avez répondu mal, A, vous êtes vraiment fait aller dans le piège. Donc, la réponse était un hématome pharyngé, donc c'est la réponse B. Parce que si ça aurait été écrit un édème de la glotte, ça aurait été une bonne réponse. Mais là, c'était écrit une édème de l'épiglotte, qui n'est pas une bonne réponse. La réponse était B, un hématome. Donc, pharyngé, c'était la bonne réponse. Avant de contacter le chirurgien, quelles sont les 3 interventions prioritaires à effectuer? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une patiente qui a une difficulté respiratoire en post-op? C'est que ça peut créer une difficulté respiratoire, Sarah. C'est sûr que si tu as un hématome au niveau de la gorge, ça va augmenter ta difficulté à respirer. Donc, la personne veut pas, pour se ventiler elle-même, elle va augmenter sa respiration. Un hématome, c'est vraiment un ecchymose accompagné d'un caillot de sang qui fait saigner. Fait qu'il y a une pression qui se crée au niveau de la gorge qui va augmenter la fréquence respiratoire. Donc, si la cliente a une difficulté respiratoire, qu'est-ce que vous allez faire? 3 interventions. Mettre en position semi-polaire pour élever la tension sur la zone, pour enlever la tension sur la zone opérée. C'est bien. Mettre de l'oxygène. Combien l'oxygène? Donc, vous allez mettre la patiente en position semi-polaire, mettre de l'oxygène, prendre les signes vitaux, c'est 3 bonnes réponses. Carolina, j'ai passé une question, je vais revenir dessus. Il n'y a pas de problème. Surveiller la saturation en O2. Vérifier les voies aériennes. Mettre en position semi-polaire. OK, vous allez faire un examen.
Mais est-ce que la question, c'était des interventions à faire? Donc, prendre les signes vitaux, éviter la mobilisation du cou, lever la tête de lit, semi-voleur, mettre de l'oxygène, si votre ordonnance le permet, mettre du froid, vous pouvez mettre de la glace sur le cou, du froid. Vérifier le pansement et les drains. Vérifier, regarder dans la bouche, vérifier les dèmes respiratoires, regarder, faire ouvrir la bouche pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous avez plusieurs interventions que vous pouvez faire. Donc, on me parle de la question 19. Je vais prendre la saturation avant. Sarah, c'est une très bonne intervention. Tu peux prendre la saturation, puis après, tu peux mettre de l'oxygène s'il y en a besoin. Mm. Mm. Des fois, de mettre de l'oxygène, ça calme un peu la détresse respiratoire. Mais moi, ça serait pas ma première intervention. Faut que tu prennes les signes vitaux, Anne. Donc, prendre les signes vitaux, lever la tête de lit, prendre les signes vitaux, puis mettre de la saturation, de l'oxygène si nécessaire. Faire un examen de la bouche, mettre de la glace. Donc, vous avez plusieurs interventions que vous pouvez faire avant d'appeler pour que la patiente puisse respirer un peu mieux. Ça va déjà aider. Donc, on nous parlait de la question 19. On y arrive justement, on va la faire, la question 19. Suite à la surveillance de Mme Bérubé, elle vous mentionne des picotements dans les doigts et les orteils. Vous remarquez une difficulté d'élocution et un enrouement de la voix. Donc, quelle surveillance prioritaire faites-vous? Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez écrire directement sur la feuille. Ça ressemble des signes de quoi, ça? Ça ressemble à des signes de quoi, ça? Donc, la réponse, c'est B. Vous êtes presque majoritaire. Évaluez le signe du trousseau et le signe de Chopstick. Donc, vous allez faire ces deux surveillances-là, faire l'évaluation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez par cœur. Donc, c'est faire un peu la surveillance de l'hypocalémie via le signe du trousseau. Dans cette situation-là, un enrouement de la voix a peut être normal en post-op. Mais vous devez rester très vigilant si l'enroulement augmente. Même la difficulté à parler va signifier qu'il y a un édème ou une atteinte du nerf pharyngé. La combinaison des picotements et l'enrouement sont des manifestations cliniques d'une hypoparathyroïdie probable causée par l'atteinte des glandes lors de l'opération. Donc, la prise de signes vitaux n'est pas prioritaire. Donc, évaluer le signe du trousseau et de Chvostek, quelque chose qui est très difficile à dire pour moi. Ça va? Ma réponse est B. Inscrivez 2 directives infirmières, dont une qui s'adresse au PAB, spécifique à l'ablation de la glande thyroïde. Donc, je vous mets le tableau blanc, vous pouvez écrire votre réponse. Donc, 2 interventions, une qui est spécifique au PAB et 2 à l'infirmière. Évaluer, hein, ça ressemble à l'infirmière. Donc, l'infirmière. Donc, voilà.
Je vous dirais que le problème ou le besoin prioritaire, là, à part la thyroïdectomie, ça serait le risque d'hypocalcémie. Il faudrait que vous l'écriveriez à cause des symptômes qu'elle a, hein. Donc, vu que elle a des symptômes un peu d'enrouement ou de picotement, on pourrait écrire qu'elle a un risque d'hypocalcémie. Donc, le problème numéro 2 pourrait être un risque d'hypocalcémie. Vous pouvez l'écrire là, dans votre PTI. Comme directive infirmière, pour le PAB, vous pourriez mettre les objets en face d'elle pour éviter qu'elle se tourne la tête. Donc, n'oubliez pas d'écrire une directive au PAB. Donc, dit l'infirmière, présence d'enseignement accru sur le pansement et difficulté respiratoire. Je vous dirais que c'est plus la job de l'infirmière d'aller vérifier son pansement que d'évaluer, OK? Donc, le PAB, ce qu'il doit faire, c'est vraiment faire sa job à lui. Vous ne pouvez pas lui donner une responsabilité de vérifier des signes de saignement. Il ne saura pas, lui. Il ne saura pas. Ne lui donnez pas cette responsabilité-là. Le PAB, lui, ce qu'il doit faire, c'est mettre les choses à la patiente en avant d'elle et non pas dans le côté pour qu'elle n'aille pas à tourner sa tête. Donc, mettre les choses en avant d'elle sur sa table de chevet pour qu'elle n'ait pas à tourner la tête. Ça, c'est la directive au PAB. L'infirmière, elle, ce qu'elle doit faire, c'est vraiment faire l'évaluation du signe de trousseau et de Chopquet à chaque corps de travail. La patiente ne doit pas trop parler, donc on peut lui dire de poser des questions fermées. Des questions fermées, c'est des questions que la patiente peut répondre juste par oui ou par non. Donc, il ne faut pas trop la faire parler. 2 directives au PAB. Aviser l'infirmière s'il y a des présences de saignement. Moi, je ne l'accepterais pas. C'est la job de l'infirmière de faire cette évaluation-là. Le PAB, lui, ce qu'il peut faire, c'est poser des questions fermées à la cliente pour éviter qu'elle parle, de mettre les choses en avant d'elle. L'infirmière doit évaluer les signes du trousseau. Si vous écrivez « maintenir en position semi-falleur », c'est parce que vous avez demandé au départ que la cliente soit en position semi-falleur dans votre PTI. C'est ça? Vous n'avez pas besoin de réécrire « maintenir ». Ouais, on pourrait garder ou maintenir, oui. Éviter la flexion du cou en appuyant sur les oreillers. Ça, c'est pour le PAB, ça? Est-ce que c'est pour le PAB? N'oubliez pas d'écrire directive infirmière, directive au PAB. Qui va surveiller les signes de saignement en bleu? Écrivez, les directives s'adressent à qui? Le préposé, il peut pas faire ça. Il peut pas surveiller les signes de saignement. Donc, oui, le PAB, ce serait plus simple que vous dites au PAB de mettre les choses en avant de la cliente et de lui poser des questions fermées. L'infirmière, elle va évaluer les signes du trousseau. Puis de Chopquet. Donc, ça va. N'oubliez pas d'écrire directive au PAB ou directive infirmière. Les choses, des fois, vous y pensez pas tout le temps, hein. Donc, Mme Bérubé récupère. Le médecin lui rappelle qu'elle devra prendre du synthroïde toute sa vie pour pallier à l'absence de la glande thyroïde. Vous devez lui faire le début d'un enseignement sur les risques de l'hypothyroïdie malgré la prise de médication. Que doit savoir Mme Bérubé sur la prise de cette médication? Qu'est-ce qu'elle doit savoir par rapport au synthroïde? Qu'est-ce que vous avez écrit? Donc, elle doit prendre sa médication à tous les jours, le matin. N'oubliez pas d'écrire le matin, parce que la synthroïde va stimuler. Donc, si elle le prend le soir, elle va faire de l'insomnie,
Donc, ça doit être pris le matin. Si vous écrivez pas le matin, vous allez avoir une mauvaise réponse. Pour faire les suivis de prise de sang, c'est bon aussi. Donc, le matin, c'est important. Je vais juste aller voir dans mon corrigé qu'est-ce qui est écrit. Après ça, on va prendre une petite pause de 5 minutes. En fait, c'est une hormonothérapie qui doit être prise toute la journée. Oh, excusez, j'ai effacé vos réponses. J'ai accroché. Hey, ça, c'est pas difficile avec mon piton, hein. Mais excusez-moi. Mais c'est vraiment qu'elle doit prendre la médication tous les jours à la même heure le matin. C'est bien important. Qu'elle devrait prendre son médicament tout le restant de sa vie. Et oui, c'est vrai que ça prend des suivis de sang. Donc, mais la principale chose, c'est le matin en priorité, parce que si elle ne le prend pas le matin, qu'elle prend le soir, elle va faire de l'insomnie. Donc, ça va. C'est la dernière question de l'atelier 4. Donc, on va prendre une pause. Si vous n'avez pas, on reviendra après la pause pour les questions si vous en avez. On prend une pause jusqu'à 11h07. On prend une pause jusqu'à 11h15. Donc, 11h15, on revient pour l'atelier numéro 14. Ça va? Donc, à plus. 7 minutes, ça, 8 minutes de pause. À tantôt!
OK, donc 11h15, je suis revenue. Je ne sais pas si vous êtes tous revenus de votre petite pause. Je voulais savoir si vous aviez des questions par rapport à l'atelier numéro 4, avant de passer à l'atelier numéro 13. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à cet atelier-là? Je me suis pensé, là, sinon ben, on va tout de suite sauter à l'atelier numéro 13. La pneumologie. Donc, au début de l'atelier, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit au début de l'atelier? Le SM est important même si on n'a pas eu de questions sur cela. Qu'est-ce que le SM? Est-ce que c'est une abréviation que je ne connais pas? Ou tout de suite de même, vite de même, je ne sais pas. En fait, au début de l'atelier, je me suis présentée. Syndrome métabolique. Syndrome métabolique, c'est par rapport au diabète et le surpoids et le tour de taille et un tapon de choses, là. Euh, moi, je vous invite vraiment à savoir ce qui est écrit dans votre résumé d'études, parce que c'est le plus important. Le résumé de votre atelier, en fait, l'atelier numéro 4, vous avez un bon résumé qui est donné avant l'exercice. Moi, je vous conseille vraiment de vraiment tout lire vos résumés. Vous avez beaucoup de liens qui sont écrits dans votre guide d'études. Je vous dirais que juste à faire votre guide au complet, les 14 ateliers, vous avez une fichue bonne euh, révision pour faire votre examen de l'ordre. Je ne sais pas si Martin, tu voulais que je revise les questions de l'atelier numéro 4, les premières questions, mais je ne peux pas vraiment le faire parce que sinon, on n'aura pas assez de temps pour tout faire l'atelier numéro 13. Fait que, par contre, ce soir, moi, je te dirais que je refais l'atelier pour les gens qui travaillent de jour, les gens qui travaillent de soir, à partir de 6h30. Si tu veux venir, tu es le bienvenu parce que tu peux venir aux deux, tu peux venir à un ou l'autre. Euh, des fois, le soir, il y a autant d'étudiants que le matin. Donc, à partir de 6h, le syndrome de Cushing. Là, le syndrome de Cushing, il faudrait que moi, je fouille aussi pour vous l'expliquer de fond en comble. Ce que vous pourriez faire, c'est vraiment de réétudier les choses que vous avez besoin de savoir, puis vraiment d'aller dans les grandes lignes, OK? Les signes et symptômes d'une personne qui est en hypoglycémie, il faut que vous les connaissiez. Vous sachiez quoi faire. Parce que l'ordre des infirmières, ils veulent que vous reconnaissiez les signes d'un problème. Et qu'il faut que vous sachiez quoi faire pour sauver la personne s'il y a un problème. C'est ça qu'ils veulent savoir, si vous êtes capable de vous débrouiller. Et moi, ce que je veux mettre l'emphase euh, sur vos réponses, c'est qu'il faut que vous soyez précis dans vos réponses. Si vous écrivez « levez la tête de lit », là, dites-les donc à la correctrice à combien de degrés vous allez mettre votre tête de lit. Parce qu'au printemps passé, là, il y a des étudiants qui ont eu des réponses mal parce qu'ils n'avaient pas mis le degré. Donc, mettez toujours le degré quand vous écriviez « levez la tête de lit ». Jenny dit, avec l'insuline IV, est-ce qu'on a quelque chose de particulier, de vraiment important à savoir? C'est sûr que si vous avez un protocole d'insuline intraveineuse, il faut que vous suivez le protocole à la lettre. Donc, vous avez des glycémies à prendre de façon régulière. Puis vous avez toujours à vous référer à votre protocole. L'insuline IV, c'est très, très spécifique. Ça prend une surveillance quand même assez stricte de la personne qui a de l'insuline intraveineuse. Oui, le syndrome de Cushing, ça a un rapport avec un excès de cortisol, il me semble. Je ne connais pas vraiment. Il faudrait que je fasse des recherches pour vous enseigner ça. Moi, je vous invite à faire vos recherches vous-même par rapport à ça. Mais les grandes lignes, c'est les signes et symptômes. Qu'est-ce que vous faites?
comment vous le faites. Si vous dites que vous donnez un analgésique, je vais donner un analgésique. Écrivez qu'est-ce que vous allez donner, puis par quelle voie d'administration. C'est vraiment important que vous écriviez par la bouche, intraveineux, intramusculaire et la médication telle quelle. OK? Donc, la page 2. On est en pneumo. En pneumo. Donc, la situation numéro 1 pour l'atelier numéro 13. On a Madame Tramtitou qui a 68 ans, qui est admise pour une dyspnée. Elle est connue pour un problème d'emphysème depuis 10 ans. Elle est oxygéno-dépendante à la maison, 2 litres par minute. Elle demeure avec son fils unique. Elle fumait de la cigarette depuis l'âge de 12 ans. Or, depuis qu'elle est oxygéno-dépendante, son fils a cessé de lui procurer des cigarettes. Mais elle vous avoue qu'elle fume en cachette à l'occasion. Lors de l'examen clinique, vous questionnez Mme Tout sur ses antécédents de santé personnelle. Depuis les 2 dernières semaines, elle dort sur une chaise inclinable, une espèce de lazy boy, car elle dit étouffée dans son lit en position du décubitus dorsal. Depuis les 5 dernières années, elle habite avec son fils et sa bru et elle respecte la prise de ses médicaments en inhalation. C'était l'une des conditions pour aller vivre chez son fils. Auparavant, elle se traitait avec des herbes médicinales provenant de son pays d'origine. Expliquez-lui ce qui se produit dans son corps lorsqu'elle fume. Alors, je vous mets le tableau blanc. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Mme Tout quand elle fume? Là, il faut lui expliquer à elle. C'est pas un scientifique, là, hein? N'oubliez pas. Donc, expliquez-lui ce qui se passe quand elle fume. Oui, Jenny, elle a écrit des choses, mais encore, quelque chose d'encore plus simple. Il y a une augmentation de mucus qui va se produire. Première chose qui se passe, déjà qu'elle fait de l'emphysème, donc elle a une atteinte au niveau de son oxygénation. Là. Les essences gazeuses se font beaucoup moins bien. Donc, la fumée de cigarette va causer une irritation de ses bronches qui va faire augmenter la production de mucus. Donc, la fumée va détruire aussi les cils qui permettent de bloquer tous les agents irritants, ce qui va augmenter davantage la production de mucus. Puis la fumée va prendre la place de l'oxygène au niveau des poumons. Donc, voilà, ça va empirer son emphysème. Donc, la principale réponse à donner, c'est vraiment que la fumée va causer une irritation, puis ça va faire augmenter le mucus dans ses poumons. Puis, ben, la fumée va prendre la place de l'oxygène au niveau des poumons. Si on veut parler plus de physiopathologie, là, ça va affecter les mécanismes de nettoyage ciliaire. Le flux de l'air est obstrué.
Les alvéoles deviennent distendus, une diminution de la capacité pulmonaire, une irritation des cellules calciformes, une accumulation de mucosité, une augmentation de l'irritation, augmentation du risque d'infection. Il y a une plus grande association entre le CO et le O2 avec l'hémoglobine, puis une diminution de la saturation. Et pour elle, dans ces mots à elle, ce que vous devez lui dire, c'est vraiment que quand elle fume, ça fait augmenter les sécrétions, le mucus dans ses poumons. Donc, la fumée prend la place de l'oxygène. C'est ça qui arrive quand elle fume, elle. Ça va? Faut que vous le dites dans ces mots à elle pour qu'elle comprenne. Lors de l'inspection, Madame me présente une toux productive. De plus, présentement, elle ne peut répondre aux questions sans prendre des pauses pour parler. Donc, la question, c'est quelles autres données devez-vous recueillir pour compléter l'évaluation de Madame Tout? La mise en 3. Quelle autre donnée? Vous avez fait une inspection. Est-ce que vous avez autre chose à faire dans votre évaluation? Donc, vous pouvez évaluer l'état de conscience. Donc, la désorganisation est possible, quelqu'un manque d'oxygène. Hein? Tout ce qui a trait aux expectorations, vous pouvez évaluer les expectorations parce qu'on dit qu'elle a une toux productive. Donc, vous pouvez évaluer, regarder les expectorations. Faire une auscultation pulmonaire. Évaluer la dyspnée avec une échelle de conseil de recherche médicale. Faire les signes vitaux et la fréquence respiratoire avec le rythme et l'amplitude, la saturation, la possibilité de surinfection, donc une prise de la température buccale, vous pourriez faire, évaluer la coloration de la peau, c'est bon, évaluer la présence de cyanose ou d'hypocratis digital, oui, on pourrait faire ça. Donc, ausculter, les réponses que vous avez données, sont bonnes. Bout des doigts à baguette de tambour, tirage, utilisation des muscles intercostales. N'oubliez pas la saturation. L'auscultation, c'est vraiment important, vous, les infirmières. Hein? Et pratiquez-vous à ausculter quand vous êtes au travail. Essayez d'ausculter les gens. Vous avez des contacts avec des gens qui ont des pneumonies, des gens qui ont de l'emphysème. Auscultez-les. Demandez aux patients si vous pouvez les ausculter. Ils vont dire oui. Avec la pratique, vous allez devenir bon. Vous allez devenir bon. Donc, question 3. Complétez le PTI suivant en y ajoutant 2 directives infirmières en lien avec 2 constats d'évaluation. Donc, vous avez le constat numéro 1 qui est la dyspnée modérée à l'effort. Puis, en 2, vous avez la difficulté à expectorer. Qu'est-ce que vous avez écrit pour le constat numéro 1 et pour le constat numéro 2? Donc, oui, pour une directive verbale au client, d'utiliser, pour la constat numéro 1, d'utiliser la respiration avec les lèvres pincées pendant les efforts. Hein, vous vous souvenez, à l'école, vous avez appris ça, les lèvres pincées. Pour le constat d'évaluation numéro 1, qui est le constat, la dyspnée modérée à l'effort, utiliser la respiration avec les lèvres pincées, faire la spirométrie 5 minutes aux heures,
évaluer un état respiratoire Q8A par infirmière pour 48 heures, puis augmenter l'apport en liquide. Non, ça c'est pour la difficulté numéro 2. Donc, pour la 1, difficulté modérée à l'effort. Donc, utiliser la respiration avec les lèvres pincées pendant un effort, spirométrie 5 minutes aux heures, puis évaluer l'état respiratoire 8 heures par infirmière pour 48 heures. Fait que les lèvres pincées, c'est une bonne intervention. Pour le constat numéro 2, difficulté à expectorer, à ce moment-là, là, on peut parler de l'apport liquidien. Pourquoi qu'on parle d'apport liquidien? Pour liquidifier les expectorations, pour que ça soit plus facile. Donc, il y a des gens qui ont marqué ça pour la difficulté numéro 1, mais hydrater la cliente, donc augmentation de l'apport liquidien à 2 litres par jour, ça va avec la difficulté numéro 2, donc la difficulté à expectorer, justement pour liquidifier les sécrétions. Pour le constat d'évaluation numéro 2, aussi, vous auriez pu dire à la personne de pratiquer la respiration diaphragmatique et les exercices de tout. Donc, pour qu'elle puisse se libérer de ses expectorations, pour pas qu'elle soit trop embarrassée. Ah, tu peux l'écrire, Maude, parce que là, c'est pas Maude a écrit. J'hésitais à écrire Inspirex en O1 car ça fait souvent partie du suivi standard en pneumologie. Mais là, elle est particulière, cette cliente-là. Tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire. Faut pas qu'on l'oublie. Parce que c'est pas une pneumonie standard. C'est une patiente qui a de l'emphysème quand même assez grave. Donc, tu pourrais le mettre pour que ça soit fait 5 minutes à toutes les heures. Mais tout contrôler, c'est bon. Boire de l'eau, c'est bon. Enseigner des exercices respiratoires. Utiliser un spiromètre. En jaune, j'aimerais ça que vous écriviez, c'est pour quel problème, le 1 ou le 2? N'oubliez pas d'être spécifique, d'être précis dans vos réponses. Ça va vous donner des points. Janine, est-ce que je suis seule dans cette situation en région? Moi, on n'écrit jamais suivi standard. Les suivis standards, on les écrit seulement pour les choses qui sont standards. Comme la pneumonie, les prothèses totales du genou, les prothèses totales de la hanche. C'est les 3 mois que je vois qui sont utilisés. Quand les patients arrivent, après les opérations, ou quand le patient arrive, qu'il nous l'annonce en pneumonie, on va écrire ça. On se réajuste au fur et à mesure que la situation arrive. C'est sûr que c'est écrit suivi standard, puis à l'admission, ton patient, il fait 41 de température. Je m'attends à ce que dans ton PTI, que tu fasses un suivi plus strict de ta température puis des signes vitaux. Là, tu vas rajouter une directive pour prendre les signes vitaux plus souvent que le suivi normal, à cause justement qu'il y a un problème là, à surveiller. Le suivi standard, il est souvent utilisé. On m'a toujours dit, c'est quoi un suivi standard pour toi versus tes collègues. Chez moi, on doit écrire que intervention une directive. On n'a aucun suivi standard, je pense. Moi, je l'utilise là vraiment pour des choses à la base, quand le client arrive, puis que c'est un client qui est standard. Un PTH, un PTG, c'est des suivis standards au départ, dépendamment du centre où ce que tu es. Mais à l'ordre, je pense pas qu'ils vous embarquiez trop là-dedans. Nous, on vous l'a montré c'était quoi, mais à l'ordre, ils vont vous demander de rajouter une directive au problème numéro 1 ou d'écrire le problème numéro 1. C'est ça, Jérémy, ça varie selon les départements et les ordonnances collectives. Ça varie selon les régions et selon les centres. Je vous dirais que dans les grands centres, ils vont utiliser plus les suivis standards, tandis que dans les régions, comme moi je suis dans une région, on les utilise beaucoup moins.
mais c'est souvent au départ, quand le patient arrive en hospice, là, on va mettre le suivi standard pour se starter un PTI, puis après, on réagit s'il y a un problème. Mais ils sont acceptés à l'ordre. De moins en moins, mais ils sont acceptés. Le médecin a prescrit à Mme Q des analyses de laboratoire telles qu'une formule sanguine complète, une culture d'expectoration et un gaz artériel. Vous vous rendez, je ne sais pas si vous m'entendez bien, là. Vous vous rendez à son chevet afin de lui faire les prélèvements demandés et lui expliquer comment faire la culture d'expectoration. Que lui direz-vous afin que Mme Q puisse fournir un échantillon valide? Nommez 2 réponses seulement. Qu'est-ce que vous avez écrit? Donc, 2 réponses possibles. La A était une bonne réponse. Faire le prélèvement de préférence tôt le matin, c'était la bonne réponse. Et la F, c'était encourager le client à prendre 3 grandes respirations et tous profondément avec une force pour faire un prélèvement optimal, pour avoir assez de sécrétion. Donc, c'est pas vrai en E, c'est marqué mentionner que le prélèvement doit contenir 10 ml d'expectoration. C'est pas vrai, ça prend 5 ml d'expectoration pour être bon. Donc là, il était pas bon. C'est vrai que ça prend une quantité, mais c'est pas 10 ml, ça prend 5 ml. Donc les réponses c'est A et F. Brosser ses dents avec du dentifrice et se rincer la bouche avant le prélèvement. Mais my God, non, il ne faut pas utiliser de dentifrice, parce que ça peut fausser les résultats. Mentionner qu'il est important que le prélèvement ne contienne pas aucune trace de salive. Ça, c'est impossible. Il va y avoir de la salive qui va venir avec. Donc, c'est A et F. À quoi sert la mesure du gaz du sang artériel dans la situation? À quoi sert la mesure des gaz du sang artériel dans la situation? Vous avez un tableau? Oh non, ça n'a pas rapport à votre tableau. Votre tableau, il va à la question 6. Donc, à quoi sert la mesure du gaz? Ouais. Mesurer le gaz pour obtenir des données initiales sur l'oxygénation et les échanges gazeux. La mesure des gaz fournit des renseignements importants pour l'évaluation et le traitement de l'équilibre acido-basique et électrolyte au niveau des poumons et des reins du client. Elle permet également d'évaluer l'oxygénation. Donc, la mesure du gaz fournit des renseignements importants pour l'évaluation et le traitement de l'équilibre du corps au niveau des poumons et des reins du client. Donc, ça va nous permettre d'évaluer l'oxygénation du corps entier. Donc, évaluer les échanges gazeux. Parfait. Voici les résultats d'analyse demandés de Madame Tout. Comment interprétez-vous les résultats du gaz de cette madame-là? Encerclez juste une bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? Acétose respiratoire partiellement compensée. Oui, vous avez une bonne réponse, c'est partiellement compensé. Vous avez des beaux tableaux dans votre guide d'études pour être capable de le reconnaître. Donc, à midi, lors du repas, vous entrez dans la chambre de Madame Tout. Elle est dystéique à 5 sur 5 selon l'échelle du Conseil de recherche médicale. Elle a de la difficulté à parler. Vous décidez de lui administrer de la médication. Voici la médication qu'elle a prescrite. Question 7.
Donc, quel médicament donneriez-vous? Justifiez votre décision en vous référant au mode d'action de la médication choisie. Qu'est-ce que vous avez écrit? Selon ces symptômes, oui, vous avez des bonnes réponses. C'est le D. Il faut que vous preniez le Ventolin parce que c'est un bronchodilatateur qui va vraiment permettre la relaxation des muscles de ces voies respiratoires. Oui, puis vous allez voir dans votre corrigé, là, vous avez des belles explications supplémentaires que vous pourriez lire quand vous allez mettre la main sur votre corrigé ce soir. 30 minutes plus tard, Madame Tout dit que sa respiration est mieux, mais qu'elle se sent bizarre. Elle ressent des palpitations et vous remarquez des nouveaux tremblements au niveau de ses mains. Ses signes vitaux sont une tension à 138 sur 74, une fonction cardiaque à 100, une fréquence respiratoire à 24, une saturation à 88. Que vous indiquent ces signes? C'est quoi ces signes-là? C'est des effets secondaires du Ventolin. Exactement, c'est les effets secondaires du Ventolin. Ceux-là qui écrivent la conversation, là, c'est vraiment les effets secondaires du Ventolin. C'est pas alarmant, juste à le dire à la cliente. Suite à la culture des expectorations faites, le résultat de laboratoire indique une présence de bactéries staphylocoques pneumoniaires à gram négatif. Le médecin lui a prescrit de la vancomycine IV que l'on administre depuis 2 jours. On a ces derniers résultats de formule sanguine qui sont les suivants. Donc, que signifient les résultats de la formule sanguine complète? Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi? Donc, quand on a une infection, on va noter souvent une augmentation des leucocytes. Si on veut vérifier l'efficacité du traitement d'antibiotiques, les globules blancs doivent diminuer. Donc, on peut noter qu'il y a une diminution des globules blancs. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration de son état vu que ces globules blancs sont en diminution. Voilà. Bravo. Question 10. Devriez-vous communiquer les résultats au médecin immédiatement? Justifiez la réponse. Est-ce que vous allez appeler le médecin pour lui dire les résultats? Et les hémoglobines? Lina, excuse-moi, tu parles de l'hémoglobine, c'est ça? On va aller voir, ça sera pas long. Non, vous n'avez pas besoin d'appeler le médecin. Quand il y a une amélioration, vous appelez pas le médecin. Le médecin va le voir. Exactement. C'est pas prioritaire. Hémoglobine, il y a eu une petite augmentation de l'hémoglobine, exactement. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a une augmentation de l'oxygénation? C'est-tu parce que l'oxygénation se fait mieux que l'hémoglobine a augmenté? L'HB est augmenté car une maladie pulmonaire augmente l'hémoglobine et l'hématocrit, car l'organisme compense la perte d'oxygène et tente de fournir plus de transport d'O2. C'est à cause des échanges gazeux que l'hémoglobine va augmenter. C'est normal. Merci, Maude. Question 10, ben non, on n'appelle pas le médecin, on n'a pas besoin. Hein. Si ça se serait détérioré, on aurait appelé, mais parce que ça s'améliore, on attend que le médecin passe, on ne court pas après. Les gens en courent après les médecins pour toutes sortes de choses.
Donc, situation clinique numéro 2, on a M. Perrault qui a 54 ans, se présente à l'urgence suite à une chute de son toit de remise. Il se plaint d'une douleur thoracique élevée à 8 sur 10. Il mentionne que sa douleur augmente lorsqu'il respire et croit que ces douleurs sont dues à une fracture de côte. Sa respiration est rapide et superficielle à 28 par minute. Sa saturation est à 88 à l'air ambiant. Il tousse fréquemment. Ses explorations sont teintées de sang. Question 11. Quel est le constat de votre évaluation? Choisissez une seule bonne réponse. Oh my God. C'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile, ça, là. C'est quoi les signes? Il y a un signe d'hémothorax, ce monsieur-là. Oubliez pas, il faut que vous écrivez signe, hein, qu'on n'est pas sûr. Mais il y a des signes d'hémothorax. Bravo. Question 12. Quel autre signe va vous indiquer que M. Perrault a ce problème? Nommez-en deux. Quel autre signe qui nous indiquerait qu'il y a vraiment un hémothorax? Quel autre signe? Il y a des signes. Les signes, c'est pas des symptômes. Est-ce que physiquement, il va y avoir quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux? Donc, à l'auscultation, il va vraiment y avoir une absence de bruit au niveau du thorax, du côté du pneumothorax. Vraiment. La trachée va être déviée. C'est bon. La trachée va être déviée du côté opposé du pneumothorax. À l'auscultation pulmonaire, il va y avoir une absence de bruit parce qu'il n'y a pas d'air qui va être capable de rentrer dans les poumons. Donc, c'est les deux signes que vous devriez être capable de trouver. Il va y avoir une expansion pulmonaire asymétrique. Famille, c'est bon. Déviation de la trachée du côté opposé de celui atteint. Merci beaucoup. Oui, une asymétrie, c'était bon. Suite à une radiographie pulmonaire qui a révélé un épanchement pleural droit, le médecin a confirmé le diagnostic de pneumothorax sous tension et un hémothorax. Il ira en salle d'opération pour l'installation d'un drain thoracique. 15 heures, M. Perrault revient de la salle d'opération. Il est réveillé et répond adéquatement aux questions. Ses signes vitaux sont une tension artérielle à 134 sur 76, une fonction cardiaque à 76, une fonction respiratoire à 20, une saturation à 94 avec 2 litres d'oxygène via lunette nasale. Il a un drain thoracique de type Pleurevax avec une prescription de 20 cm d'eau sous la succion continue. Question 13. Que vérifiez-vous pour assurer une surveillance clinique adéquate à M. Perrault? Nommez-en deux. Donc, qu'est-ce que vous avez écrit? Donc, vous avez des choses à vérifier. Il faut que vous notez toutes les augmentations ou diminutions de la quantité de liquide évacué pour vérifier exactement la dyspnée peut augmenter. Vérifier la perméabilité du système de drainage, présence de bulles, bullage, oscillation au niveau du drain thoracique, c'est bon. Donc, auscultation pulmonaire, ça, il faut que vous fassiez ça afin de vérifier le retour des murmures vésicales du côté atteint. Ici, c'est le côté droit qui est atteint, là. Notez toute augmentation ou diminution de la quantité de liquide qui va être évacuée, puis observez les caractéristiques des écoulements, la couleur, ce qui va sortir, la quantité, pour vous mesurer la quantité. S'assurer que tous les raccords sont perméables. Vérifier les fluctuations de la chambre, scellée sous l'eau. S'assurer que le bouillonnement soit présent dans la chambre d'aspiration.
Maintenir l'appareil au-dessus du niveau du thorax de la personne. Au-dessous, pardon. Maintenir l'appareil au-dessous du niveau du thorax de la personne pour que le drainage se fasse. Maintenir le niveau d'aspiration au niveau prescrit par le médecin. Il y a une différence, n'oubliez pas, avec le drain Pleurovax et le Pleurex. Le Pleurex peut être installé à long terme pour des gens ayant un cancer et une présence d'acide, tandis que l'autre, non. Ouais, vous avez des bonnes réponses. OK, oui, c'est tout bon. Donc, suite à une radiographie pulmonaire qui a révélé un épanchement pleural droit, le médecin a confirmé le diagnostic de pleurothorax sous tension. Il ira en salle d'opération pour l'installation d'un drain thoracique. Il revient, il est éveillé. Quand il revient, il est éveillé et il répond adéquatement aux questions. Ses signes vitaux sont les suivants. Donc, une tension à 134. Voyons, je viens de la lire, cette question-là. Non, mais excusez-moi. Je vais vous garder plus longtemps avec moi. On va passer à la suivante. Hein? Le lendemain, M. Perrault est stable. Lorsque vous arrivez à sa chambre, il se dit moins dyspnéique, soit à 2 sur 10, et vous remarquez qu'il est couché sur le côté de son drain thoracique. Donc, quelle est votre intervention prioritaire et justifiez votre réponse. Ça va être quoi votre intervention prioritaire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui faire faire? Il ne faut pas qu'il se couche côté son drain. Il faut qu'il se couche l'autre bord. Expliquez-lui pourquoi. Pour libérer la tubulure. Oui, pour que le drainage se fasse bien. Non, ça peut bloquer le drainage de son drain. Ouais, on va lui demander puis on va lui expliquer pourquoi. Ça peut causer un pneumothorax sous tension. Merci, Maude. Oui, demander de se bouger et se coucher de l'autre côté de son drain et lui expliquer qu'il ne doit pas se coucher sur le côté de son drain. Expliquez-lui. Parfait. Donc, vous allez écrire une directive infirmière pour compléter son PTI. Risque de pneumothorax sous tension. Ah, mais là, ça va avec votre réponse que vous venez de mettre. C'est une directive qui s'adresse au patient lui-même. Donc, la directive va être, en fait, de dire au patient de ne pas se coucher sur son côté ou sur son drain. Rappelez de ne jamais rester couché sur le drain. On va aussi donner une directive au PAM pour que le PAM puisse lui dire de ne pas se coucher sur le côté droit. Il me semble que c'est le côté droit. Le côté droit. Donc, une directive qui s'adresse au client pour ne pas qu'il se couche sur son côté droit. On change de situation de Mme Sophie Gravel, qui a 32 ans, qui se présente à l'urgence suite à des difficultés respiratoires occasionnées, selon elle, par l'odeur du parfum lourd et des produits nettoyants à la cafétéria de son travail. Une toux s'est installée de même qu'une céphalée. Ses symptômes ont augmenté malgré la prise d'aspirine, d'où son arrivée à l'urgence. Lors du triage, Mme Gravel est anxieuse et agitée. Elle mentionne à plusieurs reprises qu'elle manque d'air. Elle présente une toux légèrement grave sans productive. À l'auscultation pulmonaire, vous notez des sibilances et du wheezing à l'inspiration et expiration, du tirage intercostal et de la sollicitation des muscles sternoclémostéodiens sont également visibles. Les signes vitaux sont les suivants. Donc, elle a un pouls à 128, une respiration à 34, une saturation à 86. Moi, je vous dis que moi, je vois qu'il n'est pas bien. Là. Question 16. Quelles autres données compléteraient l'examen clinique de Madame Gravel? Quelle autre donnée vous devez aller chercher de Madame pour être capable de faire votre évaluation? Vérification.
Oui, les allergies connues, les antécédents, merci beaucoup. Les médicaments qu'elle prend, c'est bon. Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle consomme du tabac? Est-ce qu'elle a de la douleur? Est-ce qu'elle a des céphalées? Donc, vérifiez la médication qu'elle prend déjà à la maison, les allergies, les antécédents, l'environnement de travail, euh, la consommation de tabac, puis faire une évaluation de sa douleur. Est-ce qu'elle a de la douleur? À quel endroit? Parfait. Moi, je pense que vous avez lâché mon tableau blanc, hein. On arrive, on a presque fini, on achève. Voici les résultats des analyses demandées suite à l'évaluation médicale. On vous demandait un peu la même chose que tantôt, là. Quelle interprétation faites-vous de ces résultats? Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? Pour les gens qui veulent répondre, ils ne sont pas trop fatigués, là. Découragez-vous pas, on achève, on achève. Il nous reste quelques situations. Donc, si vous avez écrit C, donc est en acidose respiratoire non compensée, puis vous allez voir dans votre corrigé, là, ça explique pourquoi c'est non compensé. Vous regardez ça comme il faut. Puis un coup, vous avez compris pour les acidoses, c'est facile par la suite de comprendre bien. Donc, après l'administration de votre solu-médrol intraveineux et de votre Ventolin, son état se stabilise et le médecin autorise son congé avec un diagnostic d'asthme. Elle quitte avec une prescription qui est la suivante, du Ventolin, du Flovent, pour 5 jours, puis cesser. Madame Gravel, elle va cesser son Flovent. Madame Gravel vous demande pourquoi doit-elle arrêter son Flovent graduellement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Choisissez une seule bonne réponse. C'est des grandes réponses, c'est ça, hein? Donc, l'arrêt graduel du Flovent permet aux glandes surrénales de reprendre leur activité de sécrétion de glucocorticoïdes. Il faut vraiment que la cortisone soit arrêtée de façon graduelle pour permettre aux glandes surrénales de reprendre leur activité. Sinon, ça va donner un choc aux glandes surrénales. Madame Gravel est anxieuse car elle connaît peu la maladie. Elle désire en apprendre davantage sur le contrôle de sa maladie en vous demandant de l'information. Vous l'informez sur le sujet et vous lui proposez de la référer à un centre d'enseignement sur l'asthme, voyez au CLSC de sa région, afin d'assurer le suivi avec l'infirmière du centre d'enseignement de l'asthme et compléter son PTI. Vous allez inscrire un constat prioritaire et 2 directives infirmières. On parle d'enseignement, là. Qu'est-ce que vous avez écrit? On parle d'enseignement, de suivi en CLSC, donc il faut que votre réponse soit en lien avec ça. Si vous avez écrit votre problème prioritaire comme manque de connaissances sur l'asthme, ou connaissance insuffisante sur l'asthme, c'est bon, parce que c'est ça le besoin qu'elle a. C'est excellent. Vous pouvez écrire des directives comme la directive suivante. Donc, enseigner les signes et symptômes qui indiquent le début d'une crise d'asthme par infirmière. Enseigner les éléments qui vont déclencher la crise. OK? Qu'est-ce qui peut déclencher une crise d'asthme? Réévaluer la prise de l'inhalation, donc par infirmière. Donc, elle pourrait se faire réévaluer pour la prise de sa médication par inhalateur. Puis référer une infirmière au centre d'asthme. Donc, parler de la référence au CLSC. Oui, les méthodes d'enseignement pour le contrôle d'asthme à domicile, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui déclenche une crise d'asthme? Et quoi faire? Reconnaître les signes. Oui, c'est bon. Les signes et symptômes pour la crise d'asthme. Enseigner sur la médication, enseigner sur les causes qui peuvent augmenter les signes et symptômes de l'asthme. C'est bon. Excellent. Excellent.
Donc, on a terminé. On est rendu à l'atelier 14, donc on la fera pas aujourd'hui, là, parce que ça va vous faire trop de choses à assimiler. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à l'atelier 13 sur la pneumo? Sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je peux vous laisser partir. Je vous dis merci beaucoup d'avoir participé à l'atelier. Vous pouvez revenir ce soir si vous voulez. Sinon, ben moi, je vais mettre le corrigé sur Facebook après l'atelier de ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Euh, et à la prochaine. Je pense qu'on se voit à l'atelier. On se revoit, nous. Obstétrique, pédiatrie. Donc, bye bye tout le monde. Bye bye.